invitée d'honneur, qui est Madame, Son Excellence Madame le ministre Neziha Al-Abidi, qui a été ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Et des seniors. Et des seniors aussi. Je l'ai lu, mais j'ai peur que ce soit quelque chose qu'on avait ajouté frauduleusement dans les sites internet et tout. Donc, je me suis dit, je vais attendre que vous le dites, mais ça, c'est une très bonne chose aussi. Et en réalité, donc, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des seniors. Et Ouel Moussenine, c'est ça. En arabe, je l'ai lu, Ouel Moussenine. Voilà, c'est ça. Et donc, et qui a exercé sous les gouvernements de Youssef Chahed, n'est-ce pas, et qui a eu une véritable influence sur la vie politique tunisienne. Voilà. Donc, nous accueillons avec grand plaisir là, et avec joie notre invitée d'honneur, Madame le ministre Neziha Al-Abidi, qui va prendre la parole, présenter un petit peu les acquis de la révolution tunisienne, mais aussi de la femme tunisienne et de la démocratie tunisienne pendant une quarantaine de minutes, suite à quoi vous aurez des questions-réponses. Alors, combien de temps vous souhaitez avoir, Madame? Pour moi, vous savez, il était question que je présente, bien sûr, bon, je vais parler de la femme tunisienne d'une façon générale, et surtout, pour moi, c'était les femmes rurales d'une façon générale et la sécurité alimentaire. Voilà. Ah, c'est exactement. Et ça, je suis tout à fait. Ce sera le thème dominant, c'est les femmes rurales et la sécurité alimentaire. Exactement. Et donc là, voilà, je vous laisse la parole. Si vous voulez, on peut. Combien de temps vous souhaitez avoir pour présenter? J'ai préparé une petite, un PowerPoint, une présentation. Je crois que aux environs de 30 minutes, un peu. Parfait. C'est bien. Mais pas plus. Et la deuxième partie, si vous voulez poser des questions sur la Tunisie, l'histoire des femmes, etc., je suis prête à vous répondre. Excellent. Et je vous en remercie vivement. Et donc, voilà, donc à vous la parole. Si vous voulez, pour partager le PowerPoint, je vais voir si il faut aller dans la barre latérale en haut. À droite, il y a un carré avec une flèche. Il faut d'abord préparer le PowerPoint, c'est-à-dire il faut que le PowerPoint, à moins que ce soit Lucie, ce soit toi qui le PowerPoint. Non. Écoutez, moi je vais, comme je l'ai préparé, je n'ai pas pu l'envoyer. Oui, c'est pas grave. Donc je vais me baser sur ce PowerPoint qui concerne les femmes rurales en tant que vecteur de sécurité alimentaire. Donc je vais faire la conférence, je vais donner la conférence. Mais au départ, je tiens vraiment à remercier le Centre d'études diplomatiques stratégiques et tout particulièrement Madame Florence Gaby, qui m'a permis d'être parmi vous déjà une première fois il y a quelque temps. Quand on parlait du genre, et aujourd'hui pour parler des femmes rurales en tant que vecteurs de sécurité alimentaire. Également, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Foued Nora, directeur des études de CEDS, et Madame Lucie Clénès, qui est responsable de communication, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges par mail, et j'aimerais bien l'avoir dans notre écran. Et également, je salue tous les conférences, enfin, tous les présents ici de tous les pays et de notre continent et d'ailleurs. Donc, voilà. Pour moi, c'est un plaisir et également un honneur de parler de quelque chose qui me tient réellement à cœur, puisque je travaille beaucoup en ce moment sur la paix et la sécurité. C'est mon dada, je travaille beaucoup sur ça. Et donc, je profite pour parler des femmes et sécurité alimentaire et surtout les femmes rurales en tant que vecteurs de sécurité alimentaire. Donc, je vais parler d'abord de l'état des lieux parce qu'il faut faire le constat.
ensuite les engagements régionaux et internationaux, et par la suite, je passerai par les recommandations. Alors, pourquoi on parle justement de femmes en milieu rural, parce que c'est important de parler des femmes rurales et de parler de la sécurité alimentaire. D'abord parce qu'on parle des engagements, les ODD, et donc les femmes sont présentes dans le point 5 pour la parité et l'égalité de chance, et on voit les femmes partout dans les 17 points, et c'est quelque chose d'assez important. Et je parlerai également de pourquoi on parle de sécurité alimentaire, parce que je me réfère également à la pyramide d'Abraham Maslow qui préconise justement 5 priorités ou 5 besoins de chaque personne. Les besoins physiologiques, nous les connaissons tous, on a besoin de manger et de nous nourrir. Ensuite, la sécurité, quand on a la sécurité et la paix, donc on peut vivre tranquillement et on peut avoir une vision, on peut se projeter dans l'avenir. L'appartenance, quand on appartient à une famille, quand on appartient à une communauté, quand on appartient à un pays, à un continent, à une culture, c'est très important, c'est fondamental pour la personnalité de la personne humaine. Et l'estime de soi-même, quand on a confiance en soi, quand on sait qu'on est telle ou telle personne, on est sûr de soi-même, et puis d'autres motivations. Donc la pyramide, elle remonte très du plus bas vers les choses les plus importantes, et c'est pour ça que on parle de les satisfactions les plus importantes sont tout ce qui est physiologique, et quand on sait très bien que un corps sain, un esprit sain se trouve dans un corps sain, et donc c'est pour ça qu'on parle de sécurité alimentaire. Et quand on parle de sécurité alimentaire, c'est d'abord nous référer Pardon? Donc, pour moi, c'est d'abord parler de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire il faut comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est une situation qui garantit une nourriture durable, de qualité et de quantité suffisante. Et la sécurité alimentaire, c'est garantir l'innocuité des produits alimentaires. Leur consommation n'a pas d'effet néfaste sur la santé. Et on sait très bien que parfois on parle de produits qui ne sont pas biologiques, et les répercussions de ces produits sur la santé de la personne d'une façon générale, que nous soyons en Occident ou en Orient ou en Afrique ou en Asie, c'est toujours un problème. Et la sécurité alimentaire garantit la paix et la sécurité, la stabilité et la souveraineté. Quand on produit nos produits et quand on mange de ce que nous produisons, ça nous garantit une certaine souveraineté et une certaine stabilité, et également une sécurité dans le long terme. C'est pour ça que la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de fondamental et d'important. Voilà. Donc, la sécurité alimentaire, comme je viens de le dire, est reconnue par les organisations internationales et également par les conventions internationales aussi. Donc, c'est pour cela que je commencerai par dire que le droit, la Déclaration de Rome de 1996 réaffirme le droit de chaque personne humaine de vivre à l'abri de la faim et d'avoir une nourriture saine et nutritive. Je souligne saine et nutritive, et donc une nourriture disponible à tout moment.
Quand on a faim, il faut avoir de quoi manger. Donc, l'accès direct, avoir un pouvoir d'achat, une infrastructure, c'est-à-dire les routes, le déplacement, accéder à la nourriture, comme je l'ai dit, à tout moment, et également de l'avoir à proximité. Également, la stabilité est importante, la stabilité politique. Je crois que nous avons tous connu des moments de famine et d'instabilité à cause justement des guerres civiles, et également quand il y a des problèmes climatiques, et également la salubrité, l'hygiène, le transport, quand les gens n'ont pas besoin, quand les gens n'ont pas accès à l'eau et au transport, donc quand les nourritures ne sont pas préservées avec une bonne qualité, ça peut se répercuter sur la santé des uns et des autres. Donc pour nous, il y a un état des lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand il s'agit d'insécurité alimentaire, vous savez que une personne sur 9 dans le monde, soit 10 milliards de personnes, sont dans l'insécurité alimentaire. Plus de 2 milliards de personnes, c'est-à-dire 26,4 personnes, vivent dans l'insécurité alimentaire grave ou modérée, c'est-à-dire un manque d'accès à une nourriture régulière, saine et nutritive et de quantité suffisante. Donc, nous avons à peu près 820 millions de personnes qui souffrent d'insécurité grave et 6 sur 10 personnes souffrent de la faim dans des pays touchés par les conflits, dont justement 6 sur 10% sont des femmes. Et nous avons un problème de santé qui est l'obésité, et c'est un problème de santé. Ce n'est pas parce que quand on est obèse, ça ne veut pas dire qu'on mange très bien ou qu'on mange bien. Au contraire, quand on est obèse, c'est une façon, c'est un cri d'alarme pour dire qu'on mange très très mal et qu'on mange n'importe comment, n'importe quand, et on mange des choses qui ne sont pas nutritives et saines. Et nous avons à peu près 670 millions de personnes et le chiffre est en train d'augmenter et ça touche de plus en plus de femmes et surtout beaucoup d'enfants. Alors, nous avons à peu près des chiffres sans frappant. Pourquoi je me suis concentrée sur les chiffres? Parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire à tous dans le monde. Donc, nous avons à peu près 149 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition et que les enfants sont en train de perdre de poids à la naissance. Et donc, nous aurons de plus en plus d'enfants chétifs et nous aurons de plus en plus d'enfants qui ne vont pas se développer d'une façon normale. Et donc, nous aurons des générations futures qui ne sont pas équilibrées sur beaucoup de points. Et nous aurons également une mortalité maternelle et infantile en augmentation, surtout dans le milieu rural, là où les gens n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, aux routes. Et également, nous avons beaucoup d'enfants qui ne sont pas inscrits sur le registre. Ils n'ont pas d'identité. Et là aussi, c'est un risque énorme et ils sont objets de violence. Ils sont également, ils sont un vivier pour le terrorisme, pour l'exploitation des personnes humaines. Et donc, il y a beaucoup vraiment de problèmes si on ne fait pas attention à la sécurité alimentaire. Donc, je me suis basée également sur la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, et je me suis basée sur cette résolution qui a été promulguée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité, et nous devons prendre en compte les besoins des femmes et des jeunes. Comme nous sommes également, le CEDS travaille beaucoup sur l'Afrique, vous savez, nous devons nous référer à l'agenda de l'Union africaine 2063, une Afrique prospère et en paix. Et je considère, moi, en tant qu'Africaine, que l'Afrique, c'est le grenier de l'humanité, puisque la grande majorité des richesses minières, forestières, maritimes se trouvent réellement en Afrique,
aujourd'hui. Et donc, une Afrique prospère et en paix, et donc dans l'aspiration 6, une Afrique où le développement est piloté par ces populations qui tirent pleinement parti de leur potentiel, en particulier celui des femmes et de ces jeunes filles, et qui se préoccupent du bien-être de ces enfants. Donc, vous voyez, les relations entre mes fonctions en tant que ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des seniors portent justement sur ces besoins et ces résolutions internationales. Et donc, je me réfère toujours à ces résolutions internationales, pour moi, qui sont très importantes et qui impliquent le monde entier. Quand on s'engage dans des résolutions, il faut vraiment changer ces lois nationales et également mettre en place toutes les stratégies pour pouvoir honorer ses engagements. Donc, en 2015, c'était l'année de la femme. Et en 2015 aussi, les Nations Unies ont adopté les 17 points des ODD 2030. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le point 5 qui englobait justement la parité, l'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi parler des femmes en milieu rural? Parce que plus de 37% de main-d'œuvre mondiale est agricole et rurale. Donc, vous voyez l'importance de la présence des femmes. 48% dans les pays à faible revenu, 80% dans les pays du Sahel. Vous imaginez un petit peu le nombre de femmes. Et donc, tout repose sur le dos des femmes. Et donc, je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Nous portons la moitié du ciel et donc nous voulons avoir la moitié du pouvoir ». Donc, les femmes partout doivent avoir justement, être impliquées, ils doivent avoir la moitié du pouvoir. 50% de la main-d'œuvre dans la pêche, aussi. Ainsi, les femmes sont des actrices essentielles, indispensables dans le développement durable pour garantir la sécurité alimentaire et la souveraineté. Donc, les défis que nous vivons sont assez importants. Et donc, les femmes posent un problème et ils se posent un problème puisqu'elles travaillent dans le secteur informel. Elles sont peu rémunérées, rarement reconnues. Elles travaillent dans le cadre de la propriété familiale. Seulement 15% sont propriétaires de la terre. Et très peu de femmes accèdent au crédit. Vous voyez la contradiction. Elles sont les garantes de la sécurité alimentaire, elles sont garantes de la stabilité dans le milieu rural et avec ça, elles ont très peu de moyens pour accéder au financement. 10% seulement possèdent le téléphone, quelque chose maintenant qui pose problème dans un monde qui se développe, où l'Internet se développe d'une façon extraordinaire. Et après cette pandémie, nous voyons que aujourd'hui, si on n'avait pas l'Internet, je crois qu'on n'aurait pas eu la chance de nous connecter à travers le monde entier. On aurait pu avoir des billets d'avion, le déplacement, etc., etc. Donc, 23% seulement dans le monde ont accès à l'Internet. Et donc, des femmes qui assurent la sécurité alimentaire d'un côté et assument toutes les tâches ménagères dans le travail agricole et également dans le travail familial. Donc, c'est des femmes qui sont là, qui se donnent à fond pour garantir à l'humanité toutes ces chances pour la prospérité, la stabilité et également pour accéder à toutes les richesses. Donc, 60% des femmes et de jeunes filles aujourd'hui souffrent de la faim d'une façon chronologique. Et toutes ces femmes sont également souffrent de l'absence de sécurité et de protection sociale. Donc, elles travaillent toute leur vie sans aucune sécurité sociale, sans retraite. Et elles travailleront toute leur vie jusqu'à la fin de leurs jours avec toutes ces charges. Et on salue très rarement ces femmes et leur travail
et on le reconnaît très très peu. Et donc, les femmes en milieu rural souffrent également d'alphabétisme qui touche plus de la moitié des femmes en milieu rural. Donc, c'est pour ça que je mets le point sur les femmes en milieu rural et leur potentiel, ce qu'elles apportent et également ce qu'elles assurent et ce qu'elles garantissent, et d'autre part ce qui leur manque. Et notre devoir, nous, en tant que décideurs, en tant que société civile, de reconnaître leurs devoirs, leur force de travail et également leur rendre le plus grand hommage pour que nos sociétés se stabilisent grâce à ces femmes qui, nous avons toute une histoire, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et chacun de nous reconnaît le travail et le militantisme des femmes en Afrique, et que c'est grâce au potentiel des femmes en Afrique, dans le monde entier, qu'aujourd'hui on a une marche vers la prospérité et vers la stabilité et la souveraineté. Donc, on reconnaît que si les femmes avaient les chances égales que les hommes, quant à l'accès aux ressources productives, on aura une augmentation de 20 à 30% de la production agricole, ce qui est réduit à 17% de nombre de personnes souffrant de la faim. Vous voyez l'importance des femmes dans la sécurité alimentaire, et donc les femmes, je vais parler des femmes et des jeunes femmes, parce que les femmes, à travers leur cycle de vie, depuis la petite enfance jusqu'à ce qu'elles deviennent des seniors, justement, elles ont une force de travail également beaucoup à donner. Et après cet état des lieux, et au vu du rôle des femmes en milieu rural pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire, donc il nous incombe, et là c'est des recommandations. J'ai essayé d'apporter quelques petites recommandations. D'ailleurs, travailler pour instituer l'égalité et l'équité effective du genre, pas seulement parce que pourquoi je parle de choses effectives et pas parler d'égalité et d'équité absolue, parce que je considère que les droits humains sont des droits qui ne portent ni religion, ni sexe, ni couleur. Les droits humains sont identiques et doivent être effectifs. Il n'y a pas de droit à 50%, 60%. Aujourd'hui, on nous donne tel droit, demain, on nous donne un autre droit. Non, des droits humains. Donc, c'est un bloc, il n'y a pas de goutte à goutte, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, voilà, mes droits humains, je suis un être humain, c'est tout. Mon sexe, mon appartenance culturelle ou cultuelle n'a aucune importance. Je suis un être humain, point à la ligne. Donc, autonomiser les femmes en leur donnant accès aux différentes ressources et leur donner la possibilité de gagner dignement leur vie, de reconnaître leur travail et de leur garantir un salaire égal, un salaire équitable, et également ensuite faciliter l'accès des femmes aux postes de prise de décision au niveau local et ailleurs. Ça, c'est très important, parce qu'on occulte la présence des femmes, justement parce qu'elles travaillent beaucoup, parce qu'elles s'investissent surtout dans le milieu privées, elles travaillent beaucoup, donc on ne leur donne pas beaucoup de chances d'être dans le pouvoir local, qui est quelque chose d'important. Et quand on voit justement l'importance que jouent les femmes dans la sécurité, aussi bien alimentaire, de santé, ce qu'elles font pour leur famille, elles vont très très loin pour chercher l'eau, elles vont très très loin pour chercher à nourrir leur famille, s'occuper des personnes âgées, quand le mari n'est pas là, c'est elle qui s'occupe des enfants, de leur scolarité. Donc, il y a beaucoup de charges que les femmes supportent. C'est pour ça qu'on doit faire céder la place
pas céder, mais donner la chance aux femmes d'être dans les postes de prise de décision au niveau local, au niveau régional et aussi au niveau des prises de décision en tant que, je dirais pas seulement ministre, mais également être présente là où elles ont la chance d'être là. Et donc, je crois que quand on voit la situation d'une façon générale dans nos sociétés, il est important de trouver des créneaux pour permettre aux femmes, et surtout quand on a des engagements au niveau international, il faut les honorer et il faut travailler et œuvrer pour mettre en place toutes les stratégies pour permettre à chaque personne humaine d'être épanouie et d'avoir le droit de vivre dignement. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle également à créer une nouvelle approche du développement pour enraciner les populations dans leur milieu et lutter contre l'exode, la migration clandestine et l'extrémisme violent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu des attentats dans les montagnes en Tunisie, et tout ça, c'est à cause justement de cet extrémisme violent. Et cet extrémisme violent, il se trouve partout, et nul n'est à l'abri de cet extrémisme violent. On l'a vécu en Europe, en Amérique, dans tous les pays du monde et dans tous les continents. Donc, quand on enracine les gens dans leur milieu, tout en leur donnant la possibilité de s'ouvrir sur les autres cultures, c'est très, très important. Voilà. Donc, je crois que j'ai terminé avec... Allô? C'est vrai, je suis désolé. Voilà, c'est moi qui avais été en micro désactivé. Madame le ministre, Excellence, je suis ravi de votre présentation. Merci de cette brillante présentation précise, très instructive sur un sujet qui est crucial, notamment celui de la sécurité alimentaire, sachant, il faut savoir que les deux plus grands importateurs de produits alimentaires en Afrique sont deux pays arabes, c'est l'Algérie et l'Égypte. L'Égypte et l'Algérie, qui ont un taux de dépendance alimentaire très élevé. Voyez. Alors, donc, pour vous dire que en réalité, c'est un sujet crucial et auquel peu de gouvernements ont pensé. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je ne vais pas monopoliser de parole, mais je vais vous laisser, vous, la possibilité de poser des questions. Si vous me permettez, Madame le ministre, d'exprimer à l'oral les questions qui ont été exprimées par écrit sur la plateforme de chat. Le premier, c'est la question d'Amadou Mahaman. Il faut intégrer la culture locale dans l'autonomisation des femmes et avoir une lecture plus profonde de l'approche. En gros, éviter les recettes standards universalisables sur l'intégration des femmes et savoir prendre en compte le paramètre de la culture locale. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, de Cyr Dumont d'Ibanguissi, les femmes rurales travaillent énormément, il appartient au pouvoir public ou d'autres organisations d'apporter les éléments du développement. Voilà les deux remarques, questions que je veux vous transmettre. Merci pour votre intérêt, justement. La culture locale est assez importante. On ne peut pas, si on veut vraiment réussir une stratégie, il ne faut pas vraiment travailler avec une pyramide, rien. Moi, quand j'étais ministre, je disais à mes collaborateurs, ce n'est pas en étant dans nos bureaux qu'on va mettre des stratégies. Il faut faire appel aux gens qui sont les premières. Oui, Lydia, تونا في البك Lydia, تونا في البك. Attendez, juste. Oula. Voilà. Donc, pour nous, il est fondamental pour réussir n'importe quelle stratégie, il ne faut pas la faire venir d'en haut. Il faut vraiment discuter avec les gens concernés, avec les gens qui ont besoin d'être, c'est eux qui doivent mettre leur stratégie. Et donc, c'est pour ça qu'on doit travailler en étroite collaboration avec les autochtones. Rien, je dirais pas, bon, le mot n'est pas approprié, mais
rien ne doit être parachuté. Tout doit venir des gens qui doivent exprimer leurs besoins. Parce que quand on parle de femmes, j'ai mis un S à la fin. Société, on met S à la fin parce qu'il n'y a pas une seule société, il n'y a pas une seule femme, il n'y a pas une seule enfance. Il y a des enfants, il y a des hommes, et donc il faut tenir compte de tout ça. Et je vous remercie pour la bonne question. Il faut travailler. Moi, je crois au travail à la chaîne. Pas en pyramide, mais travail en chaîne. Quand il y a une chaîne, et cette chaîne, il y a des maillons, et quand un maillon est défaillant, c'est toute la chaîne qui va tomber. Donc, voilà. Donc, la deuxième question, c'est vrai que... sur les femmes le travail rural des femmes qui est excessif et par rapport à la contrepartie, que peuvent faire les pouvoirs publics pour reconnaître le travail des femmes rurales, sachant que une grande partie des femmes rurales qui travaillent n'ont pas de salaire puisque c'est considéré comme étant un travail au sein de l'exploitation domestique. Comment faire pour répartir le revenu en fonction du travail? Ça, c'est la lourde question qui se pose au pouvoir public, surtout dans le continent africain. Ça, c'est une problématique, effectivement, qui fait intrusion aussi dans le droit, les droits patrimoniaux des époux, etc. Oui, quand je parle de moi ou de notre stratégie, c'est que je vous présente notre expérience. En 2017, nous avons mis en place une stratégie nationale en faveur des femmes rurales. Elle est basée sur 5 points seulement, 5 objectifs qui sont réalisables. Donc, la sécurité sociale et la retraite, le transport, justement la reconnaissance de leur travail et les rémunérations. Donc, et puis cette stratégie est devenue en 2018 une stratégie arabe unie. Et cette stratégie, nous avons travaillé pour changer les lois sur les rémunérations. Donc, il n'y a plus de salaire pour les femmes rurales et des salaires pour les femmes fonctionnaires. Donc, les femmes doivent avoir la même reconnaissance. Et l'égalité de salaire entre hommes et femmes dans le milieu rural, aujourd'hui et déjà depuis très longtemps, elle existe. Mais seulement, il faut la rendre effective. Et donc, il faut introduire, et c'est ce que nous avons également fait, introduire l'égalité du genre et l'équité du genre dans les plans dans la planification. Quand on fait un plan de développement, il faut intégrer l'approche genre. Et quand on intègre l'approche genre, donc on a des stratégies à l'intérieur et des activités dans cette approche genre, en tenant compte du travail des femmes en milieu rural qui est quand même assez considérable. Donc, il faut préparer des stratégies de formation et d'information sur les droits humains des femmes en milieu rural et aller directement travailler avec les femmes en milieu rural pour leur faire prendre conscience qu'elles sont une main-d'œuvre de valeur et à valeur ajoutée. Et donc, qu'elles ont des droits, qu'elles ont bien sûr, elles ont des devoirs, mais également des droits fondamentaux qu'elles doivent revendiquer, qu'elles ne doivent pas accepter d'avoir un salaire quelconque. Non, elles doivent justifier de leur travail et un travail égal, un salaire égal. Donc, il y a tout un travail de prise de conscience et de travail de proximité auprès des femmes et ça, c'est vraiment le travail aussi en partenariat avec la société civile qui est quand même, elle est à proximité des femmes. Parce que nous, les décideurs, on peut mettre les stratégies, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais il faut aussi être relayé par la société civile qui est quand même un acteur très important dans la mise en place de nos programmes et de nos stratégies. Il y a une troisième question, mais qui recoupe la première, je vais juste l'énoncer, c'est en ajoutant la prise en compte locale des besoins des femmes, une approche globale de la décentralisation du développement avec une prise en compte locale des besoins des femmes. Ça, c'est la même question que la première, mais il y a une quatrième
c'est toujours Cyr Dumont d'Ibaguizi. Avec une petite expérience, j'ai eu en milieu rural, les femmes rurales ont des initiatives, mais elles n'ont pas d'interlocuteur direct. Je suis coordinateur d'un collectif, Nyanga Mon Chantier, qui œuvre pour le développement rural. Donc, en fait, c'est la question des interlocuteurs des femmes. Oui, donc parmi les points de notre stratégie, comme on a, je cite l'exemple tunisien, on a, comme on a 24 délégations au Wilaya. Donc les 24 délégations, on a 24 délégués. Dans chaque gouvernorat, il y a une déléguée ou un délégué régional de la femme, famille, enfance et seniors. Et donc, ils sont le vis-à-vis des femmes d'une façon générale. Il y a une responsable chargée justement des femmes en milieu rural. Et donc, il y a toujours un vis-à-vis, la société civile. Et comme on a procédé à ce qu'on a appelé le programme RAIDA, c'est un programme d'empowerment des femmes, de l'autonomisation économique des femmes. Et donc, nous nous sommes adressés aux femmes en milieu rural pour leur accorder des prix, pardon, pas des prix, mais des crédits sans intérêt, avec une échéance, un échéancier de remboursement de 6 mois et un suivi presque hebdomadaire pour voir comment elles travaillent, comment elles gèrent leur projet. Et on a pu réaliser en 2 années plus de 4000 et quelques projets avec les femmes en milieu rural et également plus de 15 000 emplois directs. Et ça, c'est vraiment, on a les documents, on a tout ce qu'il faut. Et donc, pour nous, c'est justifié. Mais je reconnais que, bon, bien sûr, c'est un départ, c'est un début. Mais la société, je reviens toujours à la société civile et le travail de proximité. C'est pour ça qu'il faut vraiment créer des ONG dans le milieu rural. Et c'est les femmes en milieu rural qui doivent gérer leur propre ONG. Et c'est ça, la gouvernance locale. Merci beaucoup, Excellence. Et donc, ce que je vais faire, puisqu'il y a une dernière question qui demande la transition, serait-il possible d'organiser une séance d'information sur le déroulé des formations du CEDS? Donc, je vais vraiment d'abord vous remercier vivement de cette présentation brillante. Et j'espère, Madame le ministre, que l'on pourra rester en contact, que l'on pourra continuer à échanger après même cette réunion. J'en serai ravi et très honoré, vraiment. Et je vous remercie de cette présentation de très haute qualité, puisque nous avons été éclairés sur tous les enjeux, non seulement de la sécurité alimentaire, mais les enjeux du rapport des femmes à la sécurité alimentaire. Et ça je trouve que c'est un thème essentiel qui fait partie de ce qu'on appelle le non-vu du sous-développement. Pourquoi le non-vu? Parce qu'on parle du développement souvent de manière globale, quantitative, mais on ne voit pas à l'intérieur des sociétés cette espèce d'écart entre le rural et l'urbain, et à l'intérieur de l'espace rural, l'écart entre les hommes et les femmes. Et vraiment, merci pour votre présentation. Et voilà, donc je vais en profiter pour faire la transition à la présentation des programmes CEDS. Je vous laisse le dernier mot, Excellence. Écoutez, c'est moi qui vous remercie énormément. Je reste à votre disposition et je mettrai ma modeste et humble expérience qui a démarré déjà à Paris avec Madame Gisèle Halimi, Madame Gisèle Halimi, et avec Madame notre grande féministe Simone Veil, qui nous a beaucoup appris. Moi, j'étais élève en 72 dans un lycée du 11e arrondissement chez les Sœurs dominicaines. Et donc, elle nous a
emporté vers le militantisme, vers les droits humains des femmes. Et donc, je suis redevable aux grandes femmes et je dois relayer ce que j'ai appris pour les jeunes générations, aussi bien les hommes que pour les femmes. Je reste entièrement à votre disposition et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et puis une excellente soirée à vous et puis au plaisir de nous retrouver. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, messieurs, dames. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Nous allons faire la transition vers la présentation. Très bonne soirée à vous. Et nous allons faire la présentation donc, des programmes du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Après avoir eu cette brillante présentation de Madame le ministre, donc voilà, je vais vous partager l'écran, avec vous pour très vite vous parler des formations du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon. Oui, on voit donc, bien. C'est parfait. Ah, c'est parfait. Donc, très rapide, c'est très bien. Alors, très rapidement, il faut savoir que donc, le CEDS fait partie d'un grand groupe qui est le groupe INSEC-U, qui a 28 000 étudiants et un grand nombre aussi d'enseignants et 16 écoles, dont le CEDS constitue la partie exécutive Education du pôle de sciences politiques. C'est-à-dire dans le pôle de sciences politiques, on a l'école des hautes études internationales et politiques qui accueille les étudiants et le centre diplomatique et stratégique qui forme surtout les diplomates, les politiques, les dirigeants d'entreprises, les officiers et officiers supérieurs, mais aussi beaucoup de personnes qui viennent de professions indépendantes. Nous avons reçu il y a 2 ans 2 avocats, dont un avocat chevronné de 55 ans pour faire le PhD International Relations and Diplomacy. Donc, le programme accueille différentes catégories à condition qu'on soit dans l'expérience en tant que dirigeant. Donc, évidemment, il faut avoir une certaine expérience et ça, c'est un des éléments essentiels. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques a été fondé par le professeur Pascal Chéliot en 1986. À cette époque-là, le professeur Pascal Chéliot a eu l'idée j'ai dit, de pouvoir créer des formations diplômantes spécialisées propres aux diplomates. Au début, il n'y avait que les ambassadeurs, les consuls, les secrétaires d'ambassade, et ça a été élargi par la suite à toutes les autres professions de dirigeants. Voilà. Alors, c'est l'organigramme du CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques, avec Florence Gabé comme directrice déléguée. Je suis le directeur des études, je passe juste après pour tout ce qui est pédagogique. Donc, en fait, mon champ est limité à tout ce qui est pédagogique académique dans l'institution. Voilà, et vous avez monsieur donc Mouloud Begdad qui est responsable des relations extérieures, qui s'occupe aussi des admissions, qui est votre interface pour qui sera votre interface aussi pour les questions administratives dans votre parcours, ainsi que Emma Goffin, qui est coordinatrice pédagogique aussi, qui va exercer les mêmes fonctions dans la pratique Mouloud Begdad, c'est-à-dire le suivi de la scolarité des étudiants, sur le plan administratif, sur le plan de toutes les interfaces administratives, le paiement, etc., l'obtention des relevés de notes, des diplômes, et aussi la réponse aux questions quotidiennes que vous vous posez. Lucie Clémence, qui est notre chargée de communication, grâce à qui cette journée porte ouverte ou soirée porte ouverte a eu lieu, qui est notre interface avec le monde extérieur pour faire connaître aux personnes qui n'ont jamais entendu parler du CDS un petit peu qu'il existe un centre d'études diplomatiques et stratégiques, et voilà ses fonctions. Ryan Makhlouf, qui est aussi dans l'administration des admissions avec Mouloud Begdad et Emma Goffin. Voilà. Donc voilà les emails, si vous voulez noter, ou je peux prendre
en photo l'écran, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Très rapidement, je viens d'expliquer un peu la fonction du CEDS. Le CEDS a accueilli des auditeurs de plusieurs nationalités, alors un peu plus de 130 nationalités. Regardez donc toutes les nationalités en jaune, tous les pays en jaune sont des pays dont les ressortissants sont un jour venus au CEDS entre 2006 et 2020. Alors, avant 2006, c'est pas difficile parce que je suis rentré en 2008, donc je n'ai pas la mémoire de toutes les archives. 2020, je m'arrête en 2020, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la Mongolie est représentée, puisqu'en 2019, nous avions une auditrice venant de Mongolie. Vous voyez, la Biélorussie n'est pas représentée parmi les auditeurs parce que, effectivement, pour multiples raisons, mais nous avons des échanges avec l'Université d'État de Biélorussie, etc. Donc, vous voyez, tous ces pays-là ont été représentés. L'Afrique a été fortement représentée. Dommage pour l'Éthiopie et l'Érythrée. Et l'Afrique du Sud, il y a eu des auditeurs sud-africains, mais il y a longtemps. Seul la Namibie, le Botswana n'ont pas été représentés. Voilà. Je continue, et l'Ouganda, je suis désolé. Tous les autres pays ont été fortement représentés au CEDS. Donc, le CEDS a eu une relation très ancienne avec le système des Nations Unies, puisqu'en 2005, il a été doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Qu'en 2008, le CEDS a signé une convention avec le Bureau de l'Europe des Nations Unies à Bruxelles. Voilà, donc ça c'était. Le CEDS a signé un partenariat avec l'UNESCO en octobre 2017 pour développer les études de paix. Très rapidement, ça ce sont quelques photos d'événements. Quelles sont nos formations? Alors évidemment, il y a 3 programmes, disons, 3 séries de programmes diplômants dont je veux vous parler. De manière plus immédiate, les 2 qui sont à gauche. Alors, il y a 5 programmes de niveau Master 2 en langue française, dont 4 en langue française et 1 en langue anglaise, dont les plus demandés sont celui en diplomatie, relations internationales et en études stratégiques et politiques de défense. Mais il y a aussi des candidats pour les autres, des auditeurs pour les autres. Il y a donc, ce qui est très important, c'est que ces programmes sont des programmes qui sont dédiés aux dirigeants, aux exécutifs. Donc, en fait, vous n'êtes pas, disons, traités ou considérés simplement comme des jeunes étudiants arrivants, etc. Nous prenons en compte le fait que vous avez besoin d'une formation spécifique où, par exemple, vous devez mettre en évidence vos domaines d'expertise et les développer à travers notamment des recherches que vous allez faire à la fin du cursus de cours et de séminaires spécialisés. Vous aurez donc ce programme. Pour y rentrer, il faut avoir un niveau Master 1 et 4 ans d'expérience professionnelle dans des positions dirigeantes. Le deuxième série de programmes, c'est le programme de Executive PhD. Et il y a en fait qui sont 2 variantes du PhD en International Relations and Diplomacy qui sont en langue anglaise. Une variante ou une spécialisation en business diplomacy, une autre en strategy international security, qui mobilise des professeurs experts qui vont leur enseigner ces domaines et qui débouche sur la rédaction d'une thèse de PhD. Donc, vous aurez 1 an de cours et de séminaires et d'examen, je ne dirais pas d'épreuves, mais de rendu de dossiers à faire. Et un projet de recherche à construire pour ensuite rédiger votre thèse. Vous avez 2 ans maximum, vous pouvez le finir en 1 an si vous voulez, mais rares sont ceux qui le font. Mais vous avez un délai de 2 ans pour rédiger votre thèse ensuite et obtenir votre Executive PhD. Alors, un 3e programme, il est en cours de construction puisque c'est une sorte de PhD en partenariat direct avec une université espagnole, mais aussi avec l'ESCE, une autre école du groupe INSEC-U. Mais pour l'instant, il est prévu pour octobre, mais pour l'instant, j'attends pour la finalisation de ce 3e programme. Alors, pour l'instant, le 2e programme voit ses portes ouvrir pour une 2e rentrée en juin, le 21 juin. Les 2 exécutifs PhD vont aussi accueillir de nouveaux auditeurs qui vont commencer une nouvelle session.
Et ça, qui est déjà programmé. Voilà, donc très rapidement, ce sont les 5 programmes de niveau master, mais et qu'on appelle Master in Public Administration, puisqu'on est dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. Donc, il ne faut pas avoir les mêmes noms que les diplômes de l'enseignement public. Et là, vous avez 5 programmes de niveau Master 2 qui sont dirigés par des personnalités connues comme Udette Bouchamaoui, le général Jean-Marc Journeau, l'ex-ministre Edwige Advis, le directeur au chimie Régis Pachurieux, etc. Et donc, le programme des exécutifs PhD, alors, il ne faut pas... J'aurais dû corriger, mais ça s'appelle exécutif PhD et plus pour une raison simple, c'est que en termes d'écho à l'étranger et de reconnaissance professionnelle à l'étranger, il vaut mieux que vous soyez un exécutif PhD plutôt que des billets. Mais là, je ferme la parenthèse. Mais ceci dit, ce sont des PhD assez professionnalisants qui, en fait, s'adressent à des professionnels qui ne s'adressent pas à des personnes qui veulent devenir de futurs professeurs d'université, mais surtout à des professionnels qui veulent approfondir leur expérience, diversifier leurs compétences et se faire reconnaître dans leur champ professionnel. Et je vais vous en parler plus précisément. Alors, hop, très rapidement, le CEDS a aussi des programmes de formation courte, c'est-à-dire sur 2 semaines, 10 jours ou 2 semaines, ou 3 semaines au maximum, qui portent soit sur la cybersécurité, soit sur le protocole diplomatique, soit sur la sécurité, la géostratégie, la sécurité énergétique, ou alors sur la résolution des conflits et des études de paix. Mais il y a un 5e programme qui vient de m'être proposé sur la coopération au développement par un ancien énarque. Alors, très rapidement, le CEDS a aussi des activités de recherche et des publications, dont la publication biannuelle, ou maintenant tous les 2 ans, qui est de enjeux diplomatiques et stratégiques, et 2 collections qui publient à la fois les travaux de nos professeurs, mais aussi les meilleures thèses des auditeurs. Vous avez la collection Diplomacy and Strategy en anglais, effectivement, qui est dirigée par, notamment, dont la cheville ouvrière, c'est Michael Strauss, je la dirige effectivement, mais c'est lui qui a le temps de corriger les manuscrits et d'en suivre la publication. Il faut savoir que, quelque part, parmi ceux qui ont visité le CEDS, voilà un peu la liste des fonctions qu'on a eues. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vous garantis rien. Vous savez, il y a des personnes qui ont aussi fait le CEDS, qui n'ont rien trouvé, qui ne sont rien devenus, mais beaucoup sont montés en grade dans leur métier en diplomatie, dans la fonction publique, dans les entreprises, dans les forces armées. Je vais vous donner quelques exemples de carrière, mais ça ne vous garantit rien. Ça veut dire qu'en vous parlant ainsi, si vous rentrez, ne pensez pas que vous rentrez avec la garantie que vous serez, vous allez monter systématiquement. Tout dépend aussi d'une série d'autres facteurs aléatoires. Vous savez, par exemple, moi j'avais à un moment donné accueilli au CEDS, nous avions accueilli pour le programme de PhD un député de l'Assemblée nationale égyptienne, sauf qu'au moment où il rentrait au programme, il n'était plus député puisque la vice démocratique a été suspendue en juin 2013 et il est devenu réfugié politique en Suisse. Voilà. Juste pour vous donner un exemple, qu'il y a des aléas qui font qu'on ne peut pas rentrer. Alors, il n'est pas devenu réfugié politique à cause du CEDS, mais à cause des conflits politiques et de son appartenance politique dans la précédente assemblée. Voilà. Juste pour vous donner une sorte de résumé. Mais à l'inverse, je connais par exemple des personnes qui sont devenus conseillers de ministres, voire d'anciens auditeurs qui sont devenus ministres par la suite. Alors toujours, je dis, le seul facteur n'est pas la formation, il y a d'autres facteurs, mais le fait d'acquérir une formation, une certaine expertise, vous légitime davantage. Surtout si le contenu de votre travail et de votre expertise a fait le poids et a une certaine valeur. Alors, ce que font nos diplômés, alors très rapidement, je vous ai donné une liste de quelques diplômés du CEDS, dont par exemple
les diplomates. Alors, Adeyemi Adebayo était un des auditeurs du CEDS, il était fonctionnaire à l'ambassade du Nigeria à Paris. Il est passé au service de tout ce qui est sécurité et antiterrorisme au ministère des Affaires étrangères du Nigeria, à la suite de la thèse qu'il a fait sur les problématiques du terrorisme et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et donc, il est maintenant chargé d'affaires à Prague. Nasreddin Wali, qui est ambassadeur du Soudan, qui a fini sa thèse, qui vient de terminer, et qui m'a dit je suis pressé de terminer de soutenir parce que j'aurai, après une promotion dans mon ministère, il revient au Soudan. Sabine Bakiono, qui est déléguée permanente à l'UNESCO, Boujemia Ouibar, qui était le consul général d'Algérie pendant une dizaine d'années. Parmi les cadres politiques, je voudrais vous parler de quelques personnes, dont par exemple Sidi Touré, qui est ministre de la Communication en Côte d'Ivoire actuellement, Rada Awada, qui est conseiller du Premier ministre libanais en fonction actuellement, et que j'ai invité à intervenir en tant que professeur dans un programme CEDS. Vous avez aussi un ancien ministre d'Algérie, etc. Du côté des généraux, la liste des généraux, dont un, qui vient de finir la soutenance hier matin, c'est le général Robert Mansour, qui a fait sa thèse sur la cybersécurité, la cyberguerre, et qui va être nommé dans l'armée libanaise, qui va être en charge de toutes les problématiques de cybersécurité. Vous avez le général saoudien Ibrahim El-Hamad, qui a été nommé ensuite directeur de la question de lutte islamique de lutte antiterroriste en Arabie Saoudite, et le général Mohamed Sbaiti, qui a ouvert un centre de recherche à Beyrouth, qui était le premier centre de recherche de l'armée libanaise en 2011, à la suite de sa graduation au CEDS, et ce centre maintenant a une renommée régionale. Voilà, donc pour vous donner un peu quelques exemples de personnes qui sont sorties du CEDS, et donc voilà, donc pour juste vous donner un aperçu. Alors, le CEDS a plusieurs partenaires académiques et non académiques. Par exemple, je vous cite par exemple deux partenaires qui peuvent vous être utiles. C'est l'université Rovira et Virgili, c'est-à-dire de Tarragone, qui a signé avec nous une convention de co-tutelle pour les thèses de PhD, pour offrir à la fin la double diplomation pour les exécutifs PhD. Donc ça, là, nous avons envoyé deux étudiants qui ont fini brillamment la première année en CEDS et qui se sont inscrits à l'université de Tarragone pour faire la co-tutelle de thèse avec les deux universités et obtenir à la fin les deux diplômes. Idem avec l'université britannique Anglia Ruskin University, qui a aussi la même fonction. Parmi les partenaires, on a parlé d'UNESCO, l'école de guerre, puisque tous les ans, on a une dizaine d'auditeurs qui sont choisis pour participer à l'exercice de guerre, le War Game, c'est-à-dire l'exercice coalition à l'école de guerre. Cette année, malheureusement, la crise du Covid a annulé l'exercice, mais 12 de nos auditeurs étaient prévus pour y aller. La moitié du PhD, l'autre moitié des programmes de master. Également, les écoles de Saint-Cyr Coët-Quidan, c'était pour la formation des élèves officiers des armées du Golfe. C'est terminé en 2020. Quoi d'autre? Deux universités turques qui ont signé des accords de reconnaissance mutuelle des diplômes et de co-tutelle des thèses, mais personne n'est encore allé là-bas, mais ces accords sont là. Et l'université libano-canadienne avec laquelle nous avons formé les officiers supérieurs de l'armée libanaise. Alors le CID et l'école de guerre, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'était l'ancien nom de l'école de guerre. Aujourd'hui, ça s'appelait le Collège interarmé de défense jusqu'en 2009, et depuis 2009, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a préféré l'appeler école de guerre pour dire parlons franc, nous faisons la guerre. Voilà. Donc, voilà donc sur le programme. Et très rapidement, voilà, si vous voulez, les dossiers de candidature, pour ceux qui sont intéressés, sont à télécharger sur le site internet du CEDS. Voilà. Dans les conditions d'admission, j'insiste,
il faut avoir le diplôme d'enseignement supérieur immédiatement en dessous de celui de la formation qui est demandée. C'est-à-dire, il faut avoir un bac plus 4 pour entrer en niveau master, et il faut avoir un bac plus 5 pour entrer en PhD. Il y a des exceptions, mais très rares. Quelle que soit l'institution d'enseignement supérieur d'où vous venez, quel que soit le pays, il y a un large éventail de reconnaissance. Par exemple, nous, récemment, nous avons admis des personnes qui ont fait leurs études dans diverses universités africaines, dans diverses universités d'Amérique latine, et dans diverses universités en Afrique de l'Ouest, allant des universités de la capitale aux universités des villes plus périphériques, par exemple, comment dire ça, certains auditeurs, par exemple, ont été admis, ils avaient fait leurs études à l'université de Nasarawa, au Nigeria. J'ai une fois admis un étudiant, un auditeur qui a fait des études à l'université, je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Donc, on a un large éventail. Et un autre point qui est important, il n'est pas nécessaire d'avoir fait un master en sciences politiques pour entrer en PhD de relations internationales. Peuvent être admis des candidats qui ont des masters en économie, en management, en sociologie, dans différentes disciplines, parce que nous jugeons que la maturité professionnelle va faire la différence et que de toute façon, vous aurez une année de cours, de 130 heures de cours, sur 4 semaines condensées. Alors, une chose importante, c'est que, connaissant vos obligations professionnelles, la décision a été prise de regrouper les cours sur 4 semaines concentrées, une en juin, une en septembre, une en décembre, une en février. Et en même temps, de rendre possible, et la crise du Covid nous a aidé à développer tout ça, le suivi à 100% en ligne, en vidéoconférence du programme. Sauf qu'il faut être présent à l'heure où la conférence a lieu, et souvent les professeurs ne veulent pas enregistrer leur conférence. Voilà, donc juste pour vous donner un exemple. Voilà, je termine pour les présentations. Ça, c'est pour les, voilà, ça c'est pour les coûts. Et voilà, donc certaines thèses brillantes dont j'aimerais vous parler, et là je vous ai parlé des personnes. Vous avez eu par exemple les récentes thèses qui ont été soutenues. Dommage, je n'ai pas ajouté, 4 ont été soutenues de très très brillants niveaux ce mois-ci. Je n'ai pas eu le temps, pardon Lucie, de modifier le PowerPoint. Donc, vous aviez une thèse soutenue sur le conflit et la paix sociale, la paix au Salvador, par l'ambassadeur de Salvador à Paris, Francisco Galindo, qui est aujourd'hui maintenant dans un haut poste au ministère des Affaires étrangères de Salvador, grâce au nouveau président Najib Bukele. Fatoumata Diallo, qui a fait une excellente thèse sur la réforme de la police et de la sécurité en Afrique subsaharienne, et Rada Awada, qui a fait sa thèse sur le désarmement en droit international public et en géostratégie. Voilà, donc en gros, si je résume, alors parmi les très récentes thèses qui ont été soutenues, l'une qui a été faite sur les politiques migratoires croisées aux États-Unis et au Canada, par une auditrice libanaise, Yasmine Diab, libano-canadienne. Une deuxième thèse qui a été soutenue aussi sur le dialogue des civilisations et son expérience dans le champ libanais, pas aussi. Une troisième thèse faite par une auditrice jordanienne qui est proche des milieux gouvernementaux jordaniens sur le développement, les politiques éducatives en Jordanie, et une quatrième sur la cyberguerre et les processus de cyberdéfense et cyberdissuasion fait par le général Robert Mansour dont je viens de vous parler. Voilà. Alors, j'ai terminé de parler, je crois que j'en ai trop dit. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai vu des questions en ligne, par écrit. L'exécutif PhD totalement en ligne, la réponse est oui. Je dirais en vidéoconférence, oui.
Là, vous voyez, en ce moment, je suis chez moi, donc je ne bouge pas. Et vous, vous êtes chez vous, donc vous n'êtes pas venu à Paris pour écouter cette réunion. Voilà. Alors, le DBA, alors je préfère ne pas parler du DBA, il y a une erreur de langage, c'est l'executive PhD, point final. Voilà. Et c'est en langue anglaise. Et le coût de la formation, c'est en total de 12 300 sur les 3 ans, dont 9 000 sont payés la première année environ, et le reste les années suivantes. Voilà. Parce que l'essentiel des coûts sont de la première année, et le reste, c'est pour le suivi de recherche. Autre question. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Al-Abidine, donc je vous écoute. Je suis à vous. Je vous écoute, monsieur Al-Abidine. Non. D'autres questions? Allô? Bonjour. Oui. Ah, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui, j'ai pu comprendre en fait que le PhD les PhD que vous faites sont des programmes exécutifs, c'est ça? Oui. Oui, tous. Ce sont des programmes exécutifs. Alors, ceux qui sont disponibles maintenant sont des programmes exécutifs. Le troisième dont je vous ai parlé est encore en cours d'élaboration. C'est ce qu'on appelle l'International PhD, qui est beaucoup moins exécutif. Et les deux premiers sont exécutifs dans le sens où l'objectif est essentiellement pratique et essentiellement de vous aider à acquérir un niveau supérieur d'expertise dans vos champs de spécialisation. Ou alors de diversifier vos compétences, mais d'aller jusqu'au bout d'une recherche pour démontrer après dans votre milieu votre capacité à prendre la direction d'un secteur grâce à votre expertise. D'accord. Ce diplôme, il est reconnu par qui? Alors, les exécutifs PhD sont des diplômes d'école, c'est-à-dire ce sont des diplômes d'école privée. Dans le système éducatif français, il y a un dualisme entre le diplôme d'État et le diplôme privé. Le monopole du doctorat d'État reconnu par l'État et validé par le ministère de l'Enseignement supérieur est un monopole de l'État. Seules les universités d'État peuvent le faire. Les universités, les institutions d'enseignement supérieur privé peuvent délivrer des PhD ou des DBA qui sont des diplômes privés, donc qui ne sont pas validés par l'État lui-même, mais qui sont autorisés par les autorités locales ou le rectorat, qui sont autorisés par l'État, mais pas validés en tant que diplôme d'État. Ça, c'est important. Et ça, c'est un peu la différence. Donc, ce sont des diplômes d'école privée qui ont des usages multiples possibles, qui peuvent être utilisés comme monnaie, comme outil de légitimation dans le monde de l'entreprise, dans beaucoup de pays étrangers à l'échelle internationale. Mais effectivement, si votre objectif est de passer des concours d'État en France ou d'être professeur à l'université, en France, eh bien, vous ne pourrez pas avec ce diplôme, bien sûr. Mais il y a une solution. La solution, c'est des co-tutelles avec les deux universités que je vous ai citées, l'université espagnole et l'université anglaise. Mais pour cela, il faut faire partie des 10 étudiants les plus brillants de la première année et d'avoir un sujet qui trouve directeur de l'autre côté et de payer des frais additionnels à l'autre université qui ne sont pas exorbitants puisque le fait d'entrer par la porte du CEDS rend les coûts plus supportables là-bas que si vous veniez seul vous inscrire. Voilà. D'accord. Voilà. Mais je ne peux pas garantir à tout le monde d'avoir cette co-tutelle. C'est juste pour un nombre limité d'éditeurs qui sont les meilleurs. En gros, qui sont les meilleurs et qui en plus trouvent preneurs parmi les professeurs qui dirigent des recherches là-bas. Vous voyez, il y a deux conditions, vous voyez, qui sont importantes. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier que moi, je me suis beaucoup battu pour que dans un certain nombre de pays en Afrique, au Moyen-Orient, il y ait une reconnaissance pays par pays du CEDS, des diplômes du CEDS. Vous voyez, et après, on est dans du cas par cas. Il faut savoir que le CEDS a une très bonne réputation dans le continent africain, en Afrique subsaharienne francophone. Et récemment, j'ai appris aussi au Nigeria, puisque
Nous avons eu beaucoup de diplomates nigérians qui sont venus chez nous. Après, il faut faire attention à ça, c'est que en fait, voilà, c'est un diplôme privé. Et tous les diplômes, toutes les institutions privées sont dans notre cas, même nous sommes un peu mieux placés parce que nous avons les conventions de co-tutelle toute institution privée qui vous dit qu'elle délivre un diplôme d'État, c'est pas vrai. C'est pas possible. Donc, ça, c'est important. Ce sont les universités partenaires qui délivrent les diplômes d'État. Mais, vous voyez, et là, dans le cas de URV Angela Skins, c'est le cas, ce sont 2 universités d'État. Mais comme je vous dis, je dirais, sur l'ensemble de la promotion, un petit nombre d'auditeurs entrent dans le filet de ces co-tutelles. Voilà. Mais ce sont parmi les meilleurs, effectivement. Les autres continuent avec le diplôme CEDS, qui a toutefois son utilité dans le champ pratique. Vous voyez, parce que ce qui va vous valider, ce sera davantage, ce qui va vous légitimer dans le champ professionnel, diplomatique ou autre, c'est davantage l'expertise que vous avez eue, le savoir et savoir-faire que vous avez eu, les réseaux que vous aurez constitués, avant tout. Alors, je vous donne un exemple qui était un heureux exemple, c'est qu'un de nos auditeurs, qui était Amir Dia, il était sur la liste, je l'ai retrouvé comme directeur des programmes au groupe INSEC. Donc, il a failli être mon supérieur hiérarchique s'il n'avait pas quitté pour l'Arabie Saoudite il y a 3 ans, quand le CEDS a été absorbé par le groupe INSEC. Vous voyez, juste pour vous donner un exemple, Amir Dia a été diplômé du PhD du CEDS. Et sur cette base, il a été nommé Dean of Studies au groupe INSEC pour les MBA. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés collègues au même niveau, lui un petit peu plus, puisqu'il était lui à l'échelle du groupe, moi j'étais à l'échelle du centre. Et 6 mois après, il décide de s'expatrier en Arabie Saoudite à l'université de Jeddah. Vous voyez, donc juste pour vous donner quelques exemples d'heureuses coïncidences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces différences-là. Voilà. Alors, Monsieur Conan, je suis à votre écoute. Allô, vous m'entendez? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, moi, je suis plutôt intéressé par le DBA, au fait. Parce que là, oui, je finis actuellement avec un exécutif MBA avec IFJ en partenariat avec la Sorbonne. Et je sors de là d'ici fin avril. Oui. Et j'ai voulu continuer dans le cadre de ma politique de me former en faisant un DBA. DBA, mais plutôt en stratégie. Alors, je vais clarifier ça avec vous très simplement. En fait, l'exécutif PhD a à peu près la même structure, la même dynamique que les DBA. La seule différence, c'est que pour des raisons de reconnaissance à l'étranger, par exemple, si moi je l'appelle DBA, si on l'appelle DBA dans les pays du monde arabe où il est reconnu officiellement, il ne le sera plus. Vous voyez, ça c'est important. Mais il faut qu'il regarde le nom de PhD. Deuxièmement, la différence, c'est que la durée, c'est 3 ans. Et vous pouvez finir avant. Mais dans un DBA, on peut se permettre de faire une thèse, une thèse résumée de 100 pages ou de 150, 130 pages et finir très vite au bout d'1 an. En PhD, il faut que ce soit une thèse un peu plus solide. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré, en termes de niveau, en termes de crédibilité, de garder le format du PhD. Par rapport au gouvernement étranger, parce que pas tous les gouvernements étrangers reconnaissent le diplôme le PhD du CEDS, mais certains le font. Mais le jour où on les appellera DBA, ils cesseront de les reconnaître. Vous voyez, donc c'est pour ça. Mais c'est le même programme, c'est un programme professionnalisant, c'est un programme en fait où il y a de la recherche, mais qui est orienté et spécialisé vers les questions de stratégie de sécurité. D'accord. Maintenant, pour en venir à ma question, tout à l'heure je demandais, le PhD ou le DBA en stratégie se fait en quelle langue en fait? En anglais. En anglais totalement, à 100% en anglais? À 100% en anglais, oui. Et c'est pour ça qu'il faut une maîtrise de l'anglais. Il faut une maîtrise de l'anglais. Oui. Et pour une raison, c'est parce que nous avons beaucoup de relations avec le monde anglo-saxon
et donc, nous avons beaucoup de relations avec le monde anglo-saxon et en réalité, nous avons été, en fait, le CETS a été accrédité par l'Accreditation Service of International Colleges. Donc, une des conditions qu'il posait, c'est qu'on ait des programmes suffisamment élevés en anglais. Donc, nous avons maintenu le PhD en anglais en cours pour cette raison. Et vous voyez, donc c'est ça. Ok, c'est ok. Merci. Voilà, voilà. Autre question? Professeur, j'avais une question. Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que moi, en tant qu'ancien auditeur, est-ce qu'il se fait tard si je veux postuler pour… Attendez, vous êtes Bernard, c'est vous, Yves? Ah, je suis ravi de vous revoir, Monsieur Bernard. Ah, je suis Monsieur Bernard, oui. Oui. Je voulais savoir si c'était possible avant que je fasse la soutenance de ma thèse, oui, de travailler, d'avoir un deuxième directeur de thèse avec une université en partenariat, ou avoir peut-être un doctorat d'État. Alors oui, bien sûr, ça reste toujours possible. Restons en contact, retrouvons-nous. Il faut qu'on étudie ça ensemble, d'accord? La possibilité est ouverte, mais il faut qu'on voit ensemble le sujet de thèse et il faut que nous voyions ensemble le directeur qui est prêt à l'accepter de l'autre côté. Ça, c'est important. Il faut qu'on examine ce dossier ensemble, d'accord? Parce qu'il y a des conditions. Parce qu'actuellement, avec le CDS, moi, j'ai le colonel Carter. C'est le colonel Carter qui est mon directeur de thèse. Actuellement. Très bien. Et j'ai déjà bien avancé avec mon suivi de thèse et tout. Et là, je vais partir, j'attends que les choses se calment, parce que je dois aller 4 mois à Londres pour perfectionner mon anglais. Voilà. Oui. Alors oui, c'est possible. Alors, ça, c'est très bien. Alors, je ne vous cache pas que vous avez été une sorte d'exception dans l'admission, dans la mesure où moi, j'étais très content de vous recevoir, de vous accueillir. Je savais un peu vos difficultés en langue anglaise, mais j'ai vraiment voulu que vous soyez là, que vous soyez présent. Yves Bernard est un des ingénieurs de très haut niveau dans des services de sécurité français. Et si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et vous êtes dans tous les services de la sécurité informatique, dans la direction des services de sécurité informatique, et votre sérieux n'est pas approuvé dans ce programme. Et d'ailleurs, vous avez été sélectionné pour participer à l'exercice coalition de l'école de guerre, parmi les 12 auditeurs sur une centaine. N'oubliez pas. Voilà, ça, n'oubliez pas. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. D'autres questions? Qui d'autre? Alors, Monsieur Alabi, toujours non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, non. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir peut-être de vous revoir un jour. Merci à tous et bonne soirée à tous et merci et bonne soirée aussi à Lucie. Et nous, voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Je peux quitter? Je peux quitter? Oui, oui, c'est parfait. Une très bonne soirée à tous.